À ce moment-là, Hanan monte sur le camion et quand on commence à avancer, on fait les slogans islamophobie. Jusqu'à l'arrêt 2. Arrêt 2, boulevard de Strasbourg, Magenta, à l'angle. Prise de parole des familles, Jessica Koumé et la famille Camara, qui montent 5 minutes toujours. Donc, une intervention et elles peuvent descendre du camion et peut intervenir la militante de la Voix des Roms. On est bon surtout. La France vous regarde. On n'a pas le droit à l'erreur. Et la souffrance aussi, elle vous regarde. La France et la souffrance nous regardent. Cholet, cholet, cholet. Allez, on va marcher. On va tout déchirer pour notre dignité. C'est pas les réfugiés, c'est pas les camps de Rome, c'est le maire de la Courneuve Qu'il faut virer. Chagoumi à la télé. L'islamophobie, ça suffit. Cholet, cholet, cholet. Allez, on va marcher. On va tout déchirer pour notre unité. On n'oublie pas, on pardonne pas. 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 Les gens qui sont devant la porte, s'il vous plaît, vous avancez d'un pas. Les autres, ne bougez pas. Monsieur derrière, s'il vous plaît. Justice, réparation, dignité. Justice, réparation, dignité. Justice, réparation, dignité. La Hagra Barka Barka. Barka, barka. Eh Mamia. Mamia. La justice Barka Barka. Mais pour moi, la marche de la dignité, c'est... on ne réclame pas des droits, en fait, on vient clamer qu'on est digne, qu'on est debout, qu'on s'inscrit dans une trajectoire qui a été amorcée par nos anciens, qui n'a pas commencé avec la marche de l'égalité contre le racisme en 83, mais bien avant, dans tous les mouvements de décolonisation portés par les peuples eux-mêmes, colonisés, et dire qu'on est au-delà de la demande d'égalité, qu'on s'inscrit vraiment dans une dynamique où maintenant on met l'État français, face à son antiracisme moral et que nous sommes porteurs d'un antiracisme politique. C'est-à-dire qu'il doit se décliner concrètement et être porté par les victimes de ce racisme d'État. Donc à savoir les musulmans, les arabes, les noirs, les roms, entre autres. Voilà. Et comment sortir des dissensions ? Je pense qu'il faut travailler en fait à avoir une vision globale qui justement aille dans le sens d'une convergence. Nous sommes unis sur des causes qui nous réunissent. Nous avons des agendas prioritaires, les uns les autres, les unes les autres, auxquels nous devons nous atteler dans nos organisations particulières. Mais la cause commune, c'est bien s'attaquer au racisme d'État qui ne fait pas de différence, pour le coup, entre les racisés. Merci d'être toutes là. Bravo à nous et bravo à Amal Ben Toutsi, à qui on va donner la parole. Aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur qu'il y ait autant de monde dans la rue. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus de Colmar, Strasbourg, Marseille, Lille et toutes les autres villes pour aujourd'hui dénoncer ce racisme structurel, ces violences policières qui sont faites au quotidien à nos frères, à nos hommes, à nos fils. Ce racisme d'État, c'est différents gouvernements qui nous écoutent pas, qui nous méprisent, qui nous stigmatisent à longueur d'année. Donc aujourd'hui, ça va très loin, j'ai du mal à y croire, c'est presque irréaliste. Mais aujourd'hui, en tant que fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine, et toutes les familles de victimes qui sont présentes aujourd'hui, j'avais envie de rendre hommage à tous nos morts. Je pense à Amadou Koumé, Wissam El Yamni, Laoussine Aïtoungar, Nabil Maboul, Ossine Bourras,
Laoussina Itungar, Wissam El Yemni, Lamine Dieng, Mamadou Mariga. Excusez-moi pour ceux que je ne citerai pas, puisque la liste est tellement longue. C'est tragique. Je voudrais juste vous rappeler les chiffres des gens, des personnes qui meurent entre les mains de la police en France. C'est 15 morts par an. 15 morts, ça représente un mort tous les mois tué entre les mains de la police. Aujourd'hui en France, on a envie de nous faire croire le contraire. Donc, il y a 10 ans, à la suite des émeutes, ce problème, il était là, il existait. Il y a 30 ans, ça existait aussi. 33 ans plus tard, ça existe encore. Aujourd'hui, je vous le dis, en France, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous êtes noir, arabe, rome, zadiste, les gens des quartiers populaires, que vous luttez, eh bien vous pouvez mourir entre les mains de la police. Et aujourd'hui en France, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc merci d'être là. Merci pour les familles de victimes. Merci à toutes ces femmes qui ont organisé cette marche. Merci. Et aujourd'hui, vous ne ferez plus sans nous, mais avec nous. Dignité, dignité, des maguettes, un 9-4, dignité, dignité, Bobigny à Barbès, dignité, dignité, des jupes à Montreuil, dignité, dignité, du Liban en Éthiopie, dignité, dignité, des Syriens polynésiens, dignité, dignité, du Bronx au Liban, dignité, dignité, Chicago en Libye, dignité, dignité, de Mayotte au Comores, dignité, dignité, Conakry, Douala, dignité, dignité, de Lomé à Pointe-à-Pitre, dignité, dignité, Dami, et ici, on n'oublie pas, on pardonne pas, Lamine, Dieng, on n'oublie pas, on pardonne pas, Laoussine et Itungar, on n'oublie pas, on pardonne pas, Valérie et moi-même, on n'oublie pas, on pardonne pas, Youssef, Kaouf, on n'oublie pas, on pardonne pas, Lassana, Diamant, on n'oublie pas, on pardonne pas, Abdoulaye, Chassana, on n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. Pas de justice, pas de paix. 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 Un policier l'a soulevé, puis l'a rejeté par terre. Après, un autre policier est venu l'aider. Ils l'ont retourné et ils se sont mis à genoux sur lui pour le menotter. Et là, il est parti en convulsion. Et il est resté 4 jours dans le coma. Et il est mort. Et il n'avait que 16 ans. Et l'affaire a été classée 3 mois après, faute d'infraction. Et depuis 18 mois, nous on ne vit plus. Nous, notre vie, elle s'est arrêtée le 1er avril 2014. Et on a tout perdu. Bonjour et merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Mon père Alizari est décédé par asphyxie le 11 juin 2009, après 12 jours de coma suite à une interpellation par la police à Argenteuil. Il avait 69 ans. 5 ans de bataille judiciaire de ma famille, soutenue par le collectif Vérité et Justice, ont abouti à un nouveau non-lieu rendu le 12 décembre 2014 par la Cour d'appel de Rennes. Une injustice de plus à l'égard de la mémoire de mon père et de ma famille. Une seconde mort de mon père. L'heure de nous-mêmes a sonné. Cette heure, c'est celle de la marche de la dignité.
Cette déclaration d'indépendance, c'est notre insurrection politique qui est en marche. Ça a trop duré. Tous ces discours racistes et islamophobes, négrophobes, romophobes, le traitement inégalitaire qui est réservé aux voilés, aux noirs, aux roms, aux chibani, à notre histoire. Ces discours s'accompagnent de cautions que nous allons dénoncer. Voilés, non voilés, solidarité, école publique, choisis pas ton public. Voilés, non voilés, solidarité, école publique, choisis pas ton public. Et pour ça, on demande l'abrogation des lois d'exception. La loi sur le voile, on n'en veut pas. La loi anti-burqa, on n'en veut pas. La loi anti-mimi, on n'en veut pas. Les chemisses, on n'en veut pas. Les fémènes, on n'en veut pas. Les mères discriminées, on n'en veut pas. Les dessins racistes, on n'en veut pas. Les je suis Charlie, on n'en veut pas. Ali Lapointe, On n'oublie pas. Steve Biko, On n'oublie pas. Abdelkrim, On n'oublie pas. Bouhiram, On n'oublie pas. tous nos martyrs. On n'oublie pas. Aujourd'hui, sa femme, Jessica Koumé, est là, 6 mois, 7 mois après les faits. Il n'y a toujours pas d'instruction dans ce dossier. Encouragez Jessica, parce qu'aujourd'hui, l'impunité policière continue comme il y a 10 ans, comme il y a 30 ans. Il faut que ça s'arrête. On demande justice pour Amadou Koumé. Merci à tous d'être là. Merci à tous de marcher pour votre dignité et notre dignité. Notre cauchemar a commencé le 6 mars 2015, quand un matin on reçoit un appel et qu'on nous dit qu'Amadou est mort. On nous dit qu'il aurait fait un malaise. Seulement, c'est en se rendant à l'Institut médico-légal et en découvrant son corps couvert d'un drap blanc et le visage couvert de coups qu'on s'est aperçu que non, il n'a pas fait un malaise. De là, le mardi, je me suis rendue au commissariat du 10e. On m'a refusé de porter plainte. La seule chose que je pouvais faire, c'est demander le rapport d'autopsie. C'était la seule pièce légale que j'avais le droit d'avoir. Seulement, après 3 courriers recommandés, nous n'avons pas eu l'autopsie. Le procureur ne voulait pas nous transmettre l'autopsie. Donc, au bout d'un mois et demi, on a décidé de prévenir la presse. Et grâce à la presse et la médiatisation, le rapport d'autopsie tombe. Un témoin se manifeste. Et là, votre vie bascule. On apprend qu'Amadou se trouvait dans un bar, ici, au Lit Debout. Sa présence dérangeait le barman. Donc, il a appelé la police. Trois officiers de police, dont un, arme au poing, est arrivé. Apparemment, ils se sont montrés cordiaux avec Amadou, lui ont demandé de se lever. Amadou s'est exécuté, il s'est levé. Seulement, en s'approchant de l'entrée, il a découvert des policiers lourdement armés. Il a pris peur, il a paniqué. Dans un certain laps de temps, 3 ou 4 voitures de la BAC sont arrivées en renfort. Et sur ces 3 ou 4 voitures de la BAC, un seul policier est sorti en courant
et lui a crié « Couche-toi, enculé !» Amadou ne semblait pas l'avoir entendu. Et de là, ce policier, poussé par un excès de racisme et d'actes négrophobes, s'est placé derrière lui et a commencé à l'étrangler. Amadou n'a pas résisté, il s'est affaissé. Il criait des cris d'agonie et d'essoufflement et se voyait mourir à ce moment-là. De là, plusieurs policiers se sont placés sur lui et il continue toujours à crier. Ensuite, Amadou est bien sorti vivant du bar et menotté. Sa torture, sa mise à mort s'est déroulée à l'abri des regards, dans le fourgon, quand peu personne ne pouvait voir, car il est arrivé mort au commissariat 2h30 après son arrestation. Alors que le commissariat se trouvait à 600 mètres. Quand il fait avec Amadou pendant 2 heures, je pense que vous l'avez deviné, ils l'ont torturé. Car son autopsie est accablante. Elle résulte d'un œdème pulmonaire survenu dans un contexte d'asphyxie, de traumatisme facial et de traumatisme cervical. Et vous voyez, malgré toutes ces gravités, malgré toutes ces accusations, 8 mois après, toujours aucun juge d'instruction n'est nommé dans cette affaire. Personne ne nous écoute. Pendant 8 mois, ça fait 8 mois, personne ne nous a appelés. Personne ne prête attention à nous. Donc attention, à force de dénuder nos souffrances, vous êtes en train de créer de nous des monstres. Pas de justice, pas de paix. 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 Camp de Rome, démantelé à la Courneuve. Et on a ici une sœur du Samaritain pour nous soutenir, parce qu'on est tous là contre la négrophobie, contre l'islamophobie, contre la homophobie. Bonjour, je m'appelle Angèle Emanuela. J'habite 7 ans dans un bidonville samaritano et on était expulsés. Et maintenant, on s'en trouve à la mairie. Il n'y a plus personne qui ne fait rien pour nous. Il y a juste le maire qui envoie tout le temps de la police. Nous, on sommes tout le temps de la peur de la police, comme quoi il va nous expulser. Il y a des enfants qui sont tombés malades, sont à l'hôpital. Mais il n'y a plus personne qui ne fait rien, juste envoyer la police. Et on sait pas qu'est-ce qu'on va faire parce que c'est dur pour nous. Merci. Les camps de Rome démantelés. Et quand ils nous parlent de la jungle de Calais pour nous faire croire que nos frères du Sud, c'est des sauvages. C'est pas des camps, ça. Des camps à ciel ouvert. Des camps que l'hiver va frapper durement. Alors on va leur faire entendre. C'est pas les réfugiés. C'est pas les camps de Rome. C'est le maire de la Courneuve. Il faut virer. C'est pas les réfugiés. C'est pas les camps de Rome. C'est Manuel Valls. Il faut virer. Allah rahmak. Je parle pour toi aujourd'hui. Je parle pour la famille. Voilà. Mon nounours, il avait 23 ans. Il avait un sourire du feu de Dieu. C'était un garçon généreux, gentil. Et lors de ce transfert sur la 35, il a été tué, une balle dans la tête par un gendarme volontaire. Donc, le gendarme a expliqué qu'en fait, il s'est passé une altercation avec la gendarme qui était à l'arrière du véhicule avec lui. Et que mon cousin n'était pas bien, qu'il avait fait une crise de colère. Ils n'ont pas réussi à le neutraliser, même en lui matraquant des coups et des coups, à en avoir les os cassés, de la tête aux pieds. Et le gendarme volontaire a sorti son arme et il l'a regardé dans les yeux et il lui a tiré une balle dans la tête qui est rentrée dans la pommette et qui est sortie par l'arrière de la tête. Je suis allée le voir à la mort
Et tout ça pour vous dire que le procureur a demandé à ce qu'il soit incarcéré. Et le juge d'instruction a décidé autrement et l'a mis en statut de témoin assisté. Donc, légitime défense. Voilà. Il y a une reconstitution qui s'est faite début juin avec ma famille. Et on avait l'impression que c'était ma famille qui avait fait un meurtre. Ou que c'était eux qui avaient fait le mal. Ils étaient entourés de gendarmes. Et à cette reconstitution, je peux vous dire qu'ils étaient très mal à l'aise. Comme quoi, la vérité est plus forte que tout. Donc j'aimerais comprendre et on veut savoir la vérité et justice pour aussi. Parce que mourir, menotter, dites-moi juste comment menotter, on peut tirer une balle dans la tête de quelqu'un. Menotter. Ils disent qu'il a été menotté à l'avant et d'autres personnes ont témoigné qu'il était menotté à l'arrière. Dites-moi juste comment menotter, on n'arrive pas à neutraliser quelqu'un. Y a-t-il pas des bombes lacrymogènes? Y a-t-il pas des tasers? Y a-t-il pas des matraques? N'ont-ils pas une formation pour neutraliser quelqu'un? Hein? À deux, avec un gendarme qui fait 1m96, plus de 100 kg, un jeune de 23 ans. Nous, aujourd'hui, on est détruits. Nous, aujourd'hui, on doit aller jusqu'en Algérie pour se recueillir à la tombe de Hussein. Mon amour, c'était juste un garçon qui, comme dit, on nous juge au faciès. Mais non, on est intelligent. En 1983, on était là. La continuité, on est encore là. Et on le sera toujours. Les enfants de 1983, on est intelligent, on sait parler, on a un cerveau et un cœur. Et aussi, on lui demande justice et vérité. Et on se battra. On a fait plusieurs marches blanches, 3 marches blanches. On continuera. On continuera. Et je tiens à dire paix à leur âme à tout le monde, à tous ceux qui sont morts de bavure policière, à tous ceux qui sont morts injustement. Je suis de tout cœur avec les familles, car aujourd'hui je soutiens ma tante, je suis à ses côtés, parce qu'il faut se soutenir. La solidarité c'est important, on doit se tenir la main, on ne doit pas se lâcher. Allah qu'ils reposent tous en paix, on doit se tenir la main. Et je sais que ma tante, l'union fait la force, je serai toujours là, papa. Et aussi, je sais qu'il est fier de nous, de là où il est. Voilà, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui, ça peut être nos enfants. Sachez qu'on doit se battre. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Alors on l'applaudit pour l'encourager. Encouragez votre sœur. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis la maman de Mourad Sousine, qui a été tué par un gendarme en Alsace. Non seulement je demande justice, mon fils il était tué, menotté d'une balle dans la tête, droit dans les yeux. N'importe quelle mère qui est là, elle souffre comme moi. Et je demande justice soit faite. Le gendarme il est dehors, mon fils il est enterré. Le jour d'aujourd'hui je pleure mon fils. Et j'espère que justice et cette manifestation, que l'État entend. Donc il y a toutes les mères qui sont en train de pleurer actuellement. Et j'espère que toutes les mamans ils seront récompensées. Au moins une justice sera faite. C'est tout ce que je demande. Pas de justice. Reste tous en paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Et ici, on n'est pas loin du 18e. Et en septembre dernier, il y a eu un immeuble incendié, des familles noires assassinées. Et ces incendies, souvent criminels, on les connaît. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans qu'on voit des immeubles entiers de familles noires, des immeubles touchés par des incendies meurtriers, souvent d'origine criminelle. Donc aujourd'hui, au nom de la MAFEP, de toutes ces femmes qui organisent cette marche, nous tenons à rendre hommage à toutes ces familles mortes dans des conditions atroces. Vincent Auriol, 17 sont tombés, Paris Opéra, 24 sont tombés, rue du Roi Doré, 7 sont tombés, et rue Mira, 8 sont tombés. incendie, Ça suffit. incendie, Ça suffit. négrophobie, Ça suffit. négrophobie, Ça suffit. négrophobie, Ça suffit. négrophobie, Ça suffit. incendie, Ça suffit. ça suffit.
pas, ça veut dire que vous ne demandez pas ce que je demande. Alors j'ai besoin de vous crier derrière moi. Esclavage, c'est vous les sauvages! Esclavage, c'est vous les sauvages! Esclavage, c'est vous les sauvages! Et comme me disait Aimé Césaire, le nègre vous emmerde. Oui! La France-Afrique, le franc CFA, une seule solution? Réparation! Une seule solution? Réparation! La traite négrière transatlantique! Une seule solution? Réparation! Une seule solution? Réparation! La dette odieuse en Afrique! Une seule solution? Réparation! Une seule solution? Réparation! Avant de vous raconter ce qui s'est passé à mon frère, je voudrais vous raconter l'histoire de mon père. Mon père, ils sont venus le chercher au Maroc. C'est un orphelin. Il a connu ce que c'était que de ne pas manger. Il a connu ce que c'était que de ne pas avoir d'argent pour s'habiller. Il a connu tout ça. Il est venu, il a travaillé. Tous les matins, il se levait à 5h du matin pour aller travailler. Jusqu'à 13h, il a formé le PDG de Michelin. Parce que mon frère, mon père, était un bon ouvrier, il travaillait bien. Il était toujours reconnaissant quand on lui offrait sa chance. Voici les mains de mon père. Mon père, il se levait tous les matins à 4h du matin jusqu'à 13h. Et quand je le voyais à la maison, au moins 1 heure, c'était soit pour dormir, prendre une sieste, soit pour travailler, parce que c'était pas simplement son travail à mon père. Mon père, après avoir travaillé à l'usine, eh ben il était livreur, il faisait tout. Pourquoi? Parce qu'il disait, je veux pas que mes enfants vivent la même chose que moi. Je veux pas qu'ils manquent de nourriture, je veux qu'ils manquent de rien, mes enfants. Mon père, on était leur seule riche, on est sa seule richesse. À un moment donné, je lui ai dit, pourquoi tu partirais pas de France? Il m'a dit, parce que j'ai que vous. Qu'est-ce qu'on a fait à ces enfants? On l'a traité de mauvaise famille. Ma mère, elle n'est pas présente. Mais ma mère, c'est pareil. Ma mère, elle était nue analphabète. Eh ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu apprendre à lire et à écrire toute seule. Tous les soirs, on la voyait réviser. Elle nous payait avec le peu, elle allait faire des ménages. Elle nous payait des cours du soir. Elle disait, je veux pas que vous vivez la même chose que moi. Et ma mère, eh ben, elle a eu son CAP. Elle s'est battue, elle a appris à lire et à écrire. Et elle a eu tout ça. Ma mère, je peux même pas lui dire que je suis de temps en temps malade. Parce que sinon elle monte, maintenant je travaille sur Paris. Maintenant, elle monte sur Paris parce qu'elle a peur. Elle n'est pas présente parce que ma grand-mère se sent pas bien. Alors elle est partie au Maroc. Parce que elle a que sa famille à ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un où même lorsqu'elle a tort, elle va s'excuser. Et ben vous savez, mes parents, mon frère n'a jamais haussé la voix sur eux. Il n'a jamais haussé la voix. Même quand il avait tort, il sortait, il revenait. Et ben il était comme ça, mon frère Wissam. Wissam, ça signifie médaille. Parce que mon père, il disait, c'est ma médaille, Wissam. Wissam, c'est ma médaille. Et puis, il a eu Marois. Marois, parce que c'était sa montagne, il disait, je veux que tu sois forte. Et puis il a eu Farid, parce qu'il s'est dit, je veux que tu sois unique. Ça veut dire unique en arabe. Et puis il a eu Warda, parce que ça veut dire, c'est ma petite fleur. Voilà. Alors à ceux qui nous ont traités comme de la merde, parce qu'on nous a traités comme de la merde, on nous a traités comme des sous-hommes, eh ben je vais leur dire qu'ils auront jamais mes parents, ils les auront jamais. Et moi je me battrai, pas pour la justice, mais pour nos parents à tous, pour nos parents qui sont saignés, pour nos parents qui ont simplement voulu d'une vie meilleure. Alors comme je dis souvent, mes parents, c'est les plus grands révolutionnaires. Parce que mes parents, j'ai tout eu, j'ai eu une vie de prince. J'ai manqué de rien. J'ai tout eu. Et quand je dis c'est de grands révolutionnaires, parce que pourquoi? Les gens pensent qu'on peut changer le monde, qu'on peut pas changer le monde. Eh ben mes parents, ils ont changé le monde autour d'eux.
puisqu'ils nous ont changé la vie, ils nous ont tout donné, mes parents. Et s'ils nous ont changé notre vie à nous aussi on peut changer le monde autour de nous. Nous aussi on peut faire en sorte que le monde soit meilleur, que le monde soit tel qu'il doit être, tel qu'il doit être. On ne demande pas 10 000 choses, on demande que le monde soit tel qu'il doit être. Alors on combattra parce que c'est ça le sens de la vie, c'est combattre pour des valeurs, combattre pour sa vie, combattre pour que d'autres puissent vivre, combattre pour qu'on puisse tous simplement être heureux, parce qu'on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux si les autres autour de nous sont malheureux. Alors mon frère, celui qu'on a traité, parce qu'un jour, le jour de l'an, il arrive à tous de faire des erreurs. Mais mon frère, quand on est arabe, ou quand on est pauvre, ou quand on est noir, ou quand on est asiatique, quand on est simplement un petit peu différent, eh ben on n'a pas le droit à l'erreur en France. Et nous, ce qu'on dit, c'est non. Parce que les erreurs, c'est aussi ce qui nous rend sympathiques. C'est aussi ce qui fait que les gens, on a envie de les aimer et qui fait que les choses avancent. Nous, on dit ici, on a le droit aussi à l'erreur. Et on a le droit aussi au bonheur. La dignité, c'est être bienveillant. C'est de se dire comme mon père qui a traité son enfant comme il nous a traités. C'est traiter les gens simplement en se disant je vais bien les traiter. Je vais bien les traiter parce que si je le traite bien, je me traite bien moi aussi. La dignité, c'est ça, c'est traiter les gens comme un père de famille. Et les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous marchent dessus, qui nous traitent de manière indigne, ils n'ont même pas, eux, de la dignité. Alors je vais pas vous raconter ce qui s'est passé sur l'histoire de mon frère, parce que je crois que vous allez en faire des cauchemars, parce que nous, s'il y a des films qui peuvent être résumés en 2 heures, nous, on l'a vécu dans notre chair, dans notre moelle, ce qui s'est passé, toutes ces injustices. On a vécu ce que c'était que de nous prendre pour des cons. On a vécu ce que c'était que garder 6 mois un corps, et que pendant ce temps-là, le juge partait skier. On a vu ce que c'était que de faire des fractures et qu'un premier expert dise il n'a pas de fracture, que le deuxième expert dise mais c'est des fractures anciennes, et que le troisième expert dise que c'est des fractures accidentelles. On a suivi ça, on l'a suivi, ils nous prennent pour des cons, mais on continuera à se battre pour notre dignité. Merci à tous les gens qui sont rassemblés avec nous, petits et grands. Moi, je suis le père de Wissem. Vous avez des enfants comme nous. Il faut battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que mon fils, il est assassiné par la police. Il a mis à l'hôpital 9 jours. Lui, il est mort. Il a fait 9 jours, il a dit il est vivant, le cœur il bat. Mais ce n'est pas le cœur il bat. Ce n'est pas le cœur qu'il bat, il fait exprès à l'hôpital. Pour calmer à Clermont-Ferrand. La police de Clermont-Ferrand, il est assassin, il est assassiné mon fils. Et je suis là. Nous sommes tous, on est de terre, on retourne à la terre. Et la police, je ne m'excuse pas, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci à tous, petits et grands. Je voulais juste dire quelque chose, je suis la sœur de Wissam. Le combat, on ne le fait pas que pour nous, parce que Wissam, il va pas revenir. Le combat, on le fait pour tout le monde. Merci. Le combat, il est pour tout le monde, parce qu'à tout moment, ça peut vous arriver. Qu'on soit blanc, noir, on a vu toutes les couleurs, ça leur est arrivé. Alors faites attention.
soyez présents quand il y en a une arrestation, soyez restés à côté, partez pas, fuyez pas. Soyez ensemble et battez-vous, faut qu'on se batte jusqu'au bout. Wissam, on n'oublie pas. Wissam, on n'oublie pas. Wissam, on n'oublie pas. Il a été assassiné de 5 balles par la police à Montigny-en-Goël, près d'Anne-Beaumont, où Marine Le Pen a été élue récemment. Il a été assassiné par des racistes de 5 balles. Et ces policiers, ils nous disent qu'il y a légitime défense, ils se protègent derrière la légitime défense. La France, elle nous dit liberté, égalité, fraternité. Où il n'y a pas d'égalité en France, non plus. Et comme des cons, on les a crus. Il n'y a pas d'égalité en France. Ils l'ont assassiné de 5 balles à bout portant. Et donc je fais partie de l'association Urgence Notre Police Assassine qui regroupe toutes les familles des victimes. Car la justice française ne considère pas en tant que victime. Cette justice française raciste, cette justice qui complice, qui inquiète ces policiers. Donc, nous, famille de victimes, nous combattons, nous ne lâcherons rien. Moi, mon père, il était mineur de fond. Il a travaillé dans la mine. Il s'est cassé le dos pour la France, pour chauffer leur cul. Il s'est cassé le dos toute sa vie. Et comme récompense, on lui assassine son fils de 5 balles. Donc, en France, on a plus de chance de se faire assassiner par la police que par un terroriste. Voilà, merci. Merci à toutes ces femmes. Le combat continue, on lâchera rien. Ensemble, nous serons plus forts. Et la lutte seule. Vérité, justice. La justice nulle part. La police partout. 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 La police partout.
le terre, femmes des quartiers, femmes immigrées, femmes sans papier. Femmes prolétaires des quartiers populaires. Debout marchons et soyons fiers. Debout marchons et soyons fiers. Femmes des quartiers et femmes révoltées. Femmes des quartiers et femmes révoltées. Elles l'ont fait en toute autonomie, en toute indépendance, sans moyens et avec leur énergie. Elles l'ont fait pour porter haut la question des violences policières et du racisme d'État. Et elles l'ont fait parce que maintenant elles sont bien décidées à faire pour nous, par nous et avec nous. On va arriver sur la place de la Bastille, donc il y a des prises de parole qui vont se succéder d'artistes et d'organisations de l'immigration et des quartiers populaires. Je vous invite à rester dans le plus grand calme. La manif s'est super bien passée. Essayons de maintenir ça jusqu'au bout de la nuit ou en tout cas jusqu'à 22h, l'heure autorisée par la préfecture. Merci beaucoup. Merci à toutes. On y va. Wissam El Yamni, on n'oublie pas. Ziad Benna, on n'oublie pas. On pardonne pas. Bouna Traoré, on n'oublie pas. On pardonne pas. Amin Bentoutsi, on n'oublie pas. On pardonne pas. On pardonne pas. Bonsoir Bastille. Ah, je suis en mode concert là. Est-ce que vous êtes chaud Bastille? Alors on va faire en sorte que ça se passe bien. Je voulais vous dire, toutes les femmes que vous voyez là, c'est les femmes de la MAFED. La MAFED, c'est le collectif de la marche des femmes pour la dignité. Ce sont celles qui se réunissent depuis des mois, tous les mercredis, pour mener à bien l'orientation politique et le côté organisationnel de cette marche. Du bruit pour ces femmes. Cette marche de la dignité, elle est plus que symbolique. C'est une déclaration d'indépendance, comme l'a très bien dit Nassira Ghenif, qui est aujourd'hui ici. Il y avait la volonté de se réinscrire dans l'histoire des luttes des quartiers populaires et de l'immigration. Une histoire qu'on connaît très peu. Il y a 32 ans, il y avait la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il y a 10 ans, les quartiers s'embrasaient après la mort de Ziad Bouna. Aujourd'hui, nous sommes face à un état de fait. Rien n'a changé pour les descendants de l'immigration postcoloniale et pour les quartiers populaires. Toujours autant de violences policières, toujours autant de crimes policiers, toujours autant de discriminations racistes, toujours autant de stigmatisation et toujours autant de discours politiques qui essayent de monter les Français les uns contre les autres. Aujourd'hui, avec cette marche, nous avons voulu nous réapproprier ces luttes. Nous avons voulu nous réapproprier les victoires de l'immigration et des quartiers populaires parce qu'il y en a eu. Parce qu'on ne nous le dit pas, mais nos aînés ont combattu. Ils combattent depuis des années, pour améliorer nos conditions de vie. Les femmes que vous voyez ici sont les héritières de ces luttes-là. Elles veulent dire merci aux aînés. Et elles veulent dire qu'elles ne s'arrêteront pas là. Elles veulent dire qu'elles lutteront jusqu'à la fin contre les violences policières et contre le racisme d'État. Elles veulent dire qu'il y en a assez de l'antiracisme institutionnalisé et des mensonges électoraux. Elles veulent dire qu'elles iront jusqu'au bout et que désormais ça se fera avec elles, pour elles, par elles et avec tous les frères. Et nous avons pu poser la question de pourquoi ce sont des femmes. Ce sont des femmes puisqu'on s'est rendu compte que depuis un certain nombre d'années, depuis toujours en fait, elles sont au cœur et à la pointe des luttes contre le racisme d'État et les violences policières.
Elles mènent le combat depuis de nombreuses années. Et malheureusement, on les assigne encore à un rôle précis. Le pouvoir blanc, n'ayons pas peur des mots, les assigne à un rôle précis. On les veut soumises. On les veut obéissantes. On les veut violentées par leur mari, leur père, leur frère, tout ce que vous voulez. On les veut objets sexuels. On les veut objets tout court. Les femmes que vous voyez aujourd'hui disent non. Disent, elles sont actives. Elles sont insoumises. Elles sont insolentes, impertinentes, solidaires. Elles respectent leurs frères. Et jamais, et au grand jamais, elles ne se désolidariseront d'eux. La lutte de nos frères, la lutte contre les violences policières, la lutte contre le racisme d'État, c'est notre lutte à nous aussi. Et à tous ceux qui voudraient nous assigner autre part, à toutes les injonctions, nous disons, le nègre t'emmerde. L'arabe t'emmerde. Le musulman t'emmerde. Le rhum t'emmerde. Le noir t'emmerde. Les quartiers populaires t'emmerdent. La France que nous sommes t'emmerde. Merci à tous. Je vais donner la parole à Ahmed Bentoussi, qui est la fondatrice du collectif Urgence de Police Assassine et l'initiatrice de cette marche. Merci d'applaudir Ahmed Bentoussi. Tout d'abord, vous remercier d'avoir répondu aussi présent, aussi nombreux. Ça me fait chaud au cœur que les quartiers se bougent, que les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, les voilés, les noirs, les arabes, les mutilés, les sans-papiers sont là, sont avec nous et nous soutiennent. Les violences policières, Amin Bentoussi, c'était mon frère, il a perdu la vie. Il a été tué d'une balle dans le dos. Il y a 3 ans de cela. On a voulu le rendre coupable à titre posthume de sa propre mort. Et je me suis dit que c'était pas possible. C'était pas possible en tant que sœur, en tant que mère, mon fils qui est là à présent. C'est pour lui que je me bats, pour vos enfants, pour la génération à venir, puisque ça fait 10 ans, ça fait 30 ans que ça dure. Et maintenant, on en a marre. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ces policiers soient condamnés. Il faut que ces policiers, quand ils commettent des crimes et des violences policières, soient condamnés. Et aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas. Donc moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est quand vous voyez une interpellation, même si vous savez qu'ils ne mourront pas entre les mains de la police, mais qu'il y a une possibilité, quand on est noir ou arabe, de mourir entre les mains de la police, filmez. Restez là, soyez courageux et ne vous laissez plus faire. Quand vos enfants subissent la violence de ces mêmes policiers qui sont censés nous protéger, attaquez-les en justice, allez jusqu'au bout. Parce qu'à force de se laisser faire, à force de déni de justice, à force d'injustice, à force d'impunité, ils continuent à nous tuer à petit feu. Donc aujourd'hui, pour mon frère qui est mort et qui ne reviendra plus, à son âme, pour mon fils, pour vos enfants, pour nos frères, pour cette nouvelle génération, battons-nous et urgence, notre police assassine. Merci. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Nassira Beni-Solmas, qui est professeure, fille d'indigène, et elle va prendre la parole tout de suite. Merci du bruit pour Nassira. Vous
impressionnante et vous le serez d'autant plus que vous resterez indépendants et que jamais vous ne serez appropriés par personne. Ce soir, Jamila Bouhired est à nos côtés. Elle soutient cette marche en pensée. Elle ne pouvait pas être là. Applaudissez-la, même pour ce livre, n'est-ce pas ? Nous avons déclaré notre indépendance aujourd'hui. Nous continuerons à l'affirmer jour après jour contre toutes les attaques, contre toutes les infamies, contre tous les meurtres qui continueront malheureusement à intervenir. Nous ne lâcherons rien et nous savons maintenant que toutes celles et ceux qui ne luttent pas contre le racisme en sont complices. Nous ne sommes plus complices du racisme, nous avons décidé de le combattre inexorablement, définitivement, pour qu'il arrête de détruire nos vies et de nous empêcher d'exister. Ce soir, c'est parce que des femmes se sont mobilisées que vous êtes ici. C'est aussi votre mobilisation, c'est celle de nos parents, de nos grands-parents, de mes parents indigènes qui sont nés pendant la colonisation en Algérie. Mais demain, ce sera celle de nos enfants. Ils sont prêts à prendre la relève. Ils sont conscients de ce qui se passe dans notre société et dans le monde auquel nous appartenons. Ce monde commun, nous allons le forger ensemble et nous allons le forger parce que nous sommes conscients de notre dignité, parce que nous sommes conscients de notre pouvoir, de notre puissance d'agir et que plus rien ne peut l'arrêter. La suite est pour vous. Narges Pipinoun qui nous vient tout droit de Lyon, qui a été notre référente lyonnaise, qui a mobilisé tous les quartiers de Lyon. On peut l'applaudir. Elle est unitaire. Elle travaille. Bonsoir, salam alaikum. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu de nous avoir donné la force à toutes d'organiser et de nous réunir et de crier ensemble notre mot d'ordre, dignité. Nous sommes venus ici de tous les quartiers de France. Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel magistral d'Amel Bentounsi. Peu importe la ville, peu importe le quartier, pour nous, les violences institutionnelles et les violences policières sont les mêmes. La hagra est la même, le racisme est le même, le mépris de classe est le même, la misère est la même. Alors nous, héritiers de l'immigration coloniale, puisons dans notre histoire trop souvent silenciée toute la force pour pouvoir aujourd'hui lutter et nous réunir. On a réussi, les 60 femmes de la MAFED, à s'organiser pour pouvoir rendre honneur aussi à nos grands-parents, à nos parents qui ont résisté dans leur statut de dominés que la France a voulu soumettre. On s'est organisé grâce à eux aussi. Une pensée à mes frères et sœurs qui ont fait des kilomètres ces derniers jours pour être présents aujourd'hui. Vous savez, dans toute la France, des formidables réseaux de solidarité se sont organisés. Des gens ont mis en œuvre pendant des mois des brocantes, ont fait appel à des dons pour qu'en fait, les personnes qui sont les moins privilégiées, les plus précaires puissent être là. Parce qu'un aller-retour à Paris, ça coûte cher. Et du coup, une formidable solidarité s'est mise en place. Donc, une pensée pour eux. Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, Bruxelles et toutes les villes qui sont présentes, dignité. Mais je vous avoue que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu emmener avec moi mes sœurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans des mouvements militants. Elles sont là devant et c'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que nous, les femmes voilées, nous sommes en première ligne aujourd'hui du racisme d'État. La France, elle grandit un islamo-fantasme pour mieux cacher ses problèmes. Elle est là à nous montrer du doigt comme si nous étions l'incarnation de tous les mots français. Mais pourtant on est là, on s'organise et on résiste. Alors une grosse pensée pour toutes les sœurs voilées qui sont venues ici. Trop souvent dans les mêmes racisme alors que l'islamophobie on s'apprend de point fait et c'est nous qui subissons les agressions verbales, physiques, les regards. C'est nous qui sommes précarisés économiquement, socialement. On nous refuse l'accès au travail, à l'école, on ne peut plus accompagner nos enfants, on ne peut même plus avoir de loisirs. Mais aujourd'hui on est là, on s'organisera et on abrogera ces lois islamophobes. Merci à vous d'être là et merci ce soir. La province est là. J'espère qu'on est parti de tous les coins de France et même des Outre-mer. Donc on voulait toutes vous remercier
d'avoir joint cet appel, d'avoir joint l'appel qui a été lancé par Amal au mois de mai. On vous rappelle qu'au MAFED, on est des femmes racisées, on est des féministes et on est des révolutionnaires, tout ça en même temps, c'est ça le MAFED. On l'a rappelé tout à l'heure, mais je pense qu'il est important de le répéter. Aujourd'hui, on n'a pas marché pour la dignité, on a marché avec dignité. On est venu rappeler à Paris, on est venu rappeler à la France entière que la dignité, c'est-à-dire l'humanité, ne nous a jamais quittés. Ne nous a jamais quittés. Vous avez vu comment ils parlent de nous? Vous avez vu ce qu'ils font de nous? Vous avez vu comment ils nous tuent? Vous avez vu comment ils nous discriminent? C'est pour tout ça qu'on s'est concentré aujourd'hui et qu'on s'est rassemblé pour rappeler à la France que ça suffit. Ça ne se passera plus comme ça s'est passé dans le passé et dans les siècles qui ont précédé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On vous remercie. On rappelle que le MAFED, il lutte contre le racisme de manière indépendante, il lutte contre la négrophobie, il lutte contre l'islamophobie, il lutte contre la romophobie. Voilà, c'est pour ça. Tous ensemble, on aura toujours plus de poids. Donc c'est bientôt fini, les intervenants vont se succéder. Je vous souhaite une très bonne soirée et je nous souhaite à tous beaucoup de courage et beaucoup de dignité pour continuer cette lutte. Merci. Merci beaucoup. C'est au tour de Christelle Souhon du collectif Moissy. Je suis française, afro-descendante, queer, musulmane, victime de violences sexuelles et physiques, mais survivante. Et je fais partie du collectif afroféministe et intersectionnel Moissy. Merci à toutes et à tous de vous être joints et jointes à nous dans cette marche de la dignité. Notre définition de la dignité à nous, femmes et non-binaires, noires, africaines et afrodescendantes, est simple. Pas de compromis. Nous ne manquons pas de raison de marcher ici aujourd'hui, et tous les jours d'ailleurs. Nos luttes sont intersectionnelles, nos luttes sont multiples, mais nous n'avons pas peur de nous y impliquer. Nos luttes sont multiples et inextricablement indéminables les unes des autres. Ensemble, nous clamons notre dignité. Face aux violences d'État, nos colères sont plus que légitimes. Cette colère, héréditaire pour bon nombre d'entre nous, nous souhaitons y mettre fin. Nous y mettrons fin, non pas en nous taisant, mais au contraire en la transformant en action. Mais il faut d'abord mettre des mots sur ces violences qui s'exercent sur nous. N'ayons pas peur des mots, il s'agit du racisme, de l'islamophobie, du sexisme, du validisme, de la transphobie, de la lesbophobie. Nous subissons également très lourdement les violences de classe. Cessons de nous accommoder de l'inacceptable. Cessons d'être reconnaissantes d'un système qui nous méprise, qui nous invisibilise, nous silencie et nous demande d'être reconnaissantes parce qu'il paraît que ce serait pire ailleurs. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des résistantes. Nous résistons au néocolonialisme et au système hétéro-patriarcal. Et nous vaincrons ce système ensemble, par tous les moyens en notre pouvoir, afin que nos petites sœurs et frères, nos enfants, n'héritent pas de cette colère et de ces frustrations, et afin qu'elles et ils n'aient pas à marcher pour la dignité. Merci beaucoup Christelle. Alors il y a des familles qui n'ont pas pu parler tout à l'heure, problème de calage. Du coup je vous demande d'accueillir Fatima Mansouri. Vous vous rappelez, cet été, Amine Mansouri a été blessée par des tirs de flashball. Elle a été gravement blessée. Du coup elle va nous expliquer tout ça. Bonjour à vous et merci d'être tous nombreux pour la dignité. C'est aussi pour la dignité qu'on est là aujourd'hui, la famille d'Amine. Amine a 14 ans, on lui a tiré dessus à coup de flashball en plein milieu d'un quartier parce que c'était une fête populaire et française et nationale. On était au 14 juillet et les enfants, vous savez, qui pètent des pétards, et bien finalement on leur tire dessus à coup de flashball. Amine était là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et il a pris un tir de flashball. Aujourd'hui, on a porté plainte contre la police. Mais la police est totalement impunie, puisque pour l'instant, ce qu'on recherche, c'est éventuellement si Amine serait coupable de méfaits déjà en tant qu'adolescent,
Et aujourd'hui, c'est lui qui passe au tribunal le 8 mars. Et aujourd'hui, par contre, les violences policières ne sont pas recherchées encore. Notre plainte est pour l'instant lettre morte et on attend aujourd'hui qu'on puisse défendre nos familles qui sont tuées dans la rue. Merci à vous et soyons forts. Justice pour Amine, justice pour tous, justice pour Amine, justice pour tous. Merci beaucoup. C'est au tour de Françoise Vergès, historienne, de prendre la parole. Merci d'accueillir. Merci. On nous dit souvent que nous sommes les premiers, mais nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres esclaves, insurgés, rebelles, à tout marron, morts sans sépulture. Nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres colonisés, insurgés, rebelles, révoltés. Nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres travailleurs immigrés, grévistes, insurgés, révoltés. Nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres, de toutes ces femmes qui ont cessé de lutter et de s'insurger. Alors, évidemment, nous avons une longue histoire qu'on veut nous enlever. Avec elles, avec eux, dont le souvenir nous anime, nous ne voulons plus assister aujourd'hui, nous contenter d'assister à la politique des autres, au piétinement des autres, aux compromissions des autres. L'heure de nous-mêmes a sonné. Merci beaucoup. On va passer aux organisations partenaires. Pareil, ça va être très rapide. Je vais appeler en premier lieu Franco Lolia de la brigade anti-négrophobie. Merci. Ok. Bon, le concert, c'est pas maintenant, mais en tout cas, en 3 minutes, juste vous dire déjà, merci d'être là pour vous, parce que c'est pas pour nous, on est là pour combattre ensemble. Donc, première chose. Deuxième chose, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je pourrais pas vous convaincre en 3 minutes. Donc, je tenais à vous dire que notre combat, c'est pas une simple lutte contre le racisme, c'est une lutte décoloniale. On est là pour décoloniser les esprits, décoloniser les imaginaires que la France a pollués, que l'Occident a pollué, que l'impérialisme a pollué. Je tenais à vous dire une chose, qu'on est contre la fable des pays des droits de l'homme. Parce que lorsque l'on dit pays des droits de l'homme, il faut qu'on sache qu'il y a 2 revers d'une même médaille. Il y a d'un côté le Dr Jekyll, de l'autre le Mr Hyde. Donc quand je dis pays des droits de l'homme, il faut savoir qu'il y a la France-Afrique qui va avec. Il faut savoir qu'il y a la colonisation qui va avec. Il faut savoir qu'il y a l'esclavage qui va avec. Il faut savoir qu'il y a crime contre l'humanité qui va avec. Donc lorsque l'on dit qu'on se bat pour notre dignité, on se bat contre l'injustice. Et la France est au peloton de tête de cette injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que lorsque la justice dit qu'elle rend la justice, c'est juste parce qu'elle s'appelle justice. Mais en vérité, c'est cette même justice qui a fait le code noir, qui a réduit les noirs à l'état de bienvenue, qui a fait le code de l'indigénat. Et cette justice française n'a jamais rompu avec son racisme d'État. La preuve en est, elle sait qu'elle a commis les pires crimes contre l'humanité. Vous le savez vous-même. Et regardez, jamais il n'y a de réparation. Ils nous crachent dessus. Ils ne reconnaissent pas leurs crimes et ils veulent qu'on les respecte. Alors moi je vous le dis, on ne respecte pas ceux qui ne nous respectent pas. Merci beaucoup, Franco Lolia de la brigade anti-négrophobie. C'est au tour de Saïmir Mille de la Voix des Roms de prendre la parole. Merci de faire du bruit. Merci d'être aussi nombreux. Faites attention à vos poches, il y a des Roms dans la foule. Eh bien, en disant ceci, Franco a parlé de la justice. La justice, j'y étais hier, à la cour d'appel de Paris, où 3 fils de Raymond Gurem, manouches, résistants, internés dans des camps par la police et la gendarmerie française, dans des camps d'internement pour nomades. Il a été frappé chez lui, il y a un an, par un policier d'une 30aine d'années, à coups de matraque. Il a été frappé parce que cette police cherchait
Elle cherche depuis 30 ans un Gurem qui aurait commis un crime. Et depuis 30 ans, elle est derrière ce Gurem. Et elle ne trouve rien de mieux que d'aller frapper ce vieil homme de 90 ans dans sa caravane. Voyant cela, ses fils, évidemment, se sont levés pour protéger leur père. Eh bien, ils ont été condamnés pour outrage et rébellion. Ils ont fait appel et une décision sera rendue le 9 décembre prochain. Voilà la justice, dans quel état elle est. Mais on peut parler aussi d'une autre justice, de la justice au sens plus large, la justice sociale. Elle en est où cette justice quand à la Courneuve, un maire communiste met dehors de leur habitation 80 familles qui depuis 2 mois sont dans cette mairie et avec le seul soutien d'associations, Emmanuel a pris la parole tout à l'heure, elle a raconté son histoire, on les met à mal, mais il y a des bébés qui naissent, il y a 2 jours une petite est née, l'espoir est là. Et ces enfants qui naissent sont autant de combattants pour la justice sociale et nous nous battrons jusqu'au bout, tous ensemble. La homophobie a fait son entrée dans le vocabulaire de nos luttes. Eh bien, nous sommes là pour combattre tous ensemble dans notre diversité qui fait notre richesse. Nous décelons aussi les avatars du racisme d'État qui, hélas, ne sont pas réservés au Front National. Hélas, ne sont pas réservés aux extrêmes. Ils sont là au gouvernement. Nous poursuivons actuellement Manuel Valls en première instance et on appelle la justice à qui elle ne pourrait pas les juger, alors que les propos qui viennent sont les mêmes que cette même justice condamne quand valeur actuelle est en cause. Et quand elle dit Rome l'overdose, la publication a été condamnée en première instance et ils ont fait appel. Ils seront encore condamnés. Nous voulons la même justice, la même rigueur vis-à-vis de tous les racismes, vis-à-vis de tous les racistes, peu importe qu'ils aient un portefeuille ministériel ou pas. Merci beaucoup, Slémir. Et alors là, c'est un grand honneur parce que comme vous l'avez très certainement vu, cette marche est soutenue en France comme à l'étranger par des centaines d'organisations. L'une d'elles, c'est Black Lives Matter. Vous avez très certainement entendu parler du mouvement qui est né suite aux crimes policiers qui touchaient des Noirs et qui touchent encore des Noirs aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'activistes qui ont lancé le slogan et qui ont lancé un mouvement Black Lives Matter. C'est un vrai honneur pour nous de les recevoir aujourd'hui parce que ça montre la dimension internationale de nos luttes et ça montre surtout la solidarité internationale autour de nos luttes. Je vous demande d'accueillir Maurice et Tenjiway et c'est Françoise qui va assurer la traduction. Merci beaucoup, la traduction. We come from North America to show solidarity with our sisters and our brothers in France. Des États-Unis pour montrer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de France. Because we recognize that the fight that we face against state violence, white supremacy and capitalism in the United States is the same fight that you face. Le combat que nous menons contre la suprématie blanche, contre le capitalisme et contre le racisme sont les mêmes aux États-Unis et en France. Yes. Yes, no justice, no peace. Yes. And we understand that if we want to be victorious in France, if we want to be victorious in the United States, if we want to be victorious in Africa, if we want to be victorious all over the world, we must join together as one and fight the same battle against the same enemy. No justice! No peace! 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 From France to the U.S. to all over the world, we tell them today we are rising up and together we will put an end to white supremacy, to capitalism, to sexism, to homophobia,
thank you so much, Black Lives Matter. Je vais maintenant passer la parole à Sarik Bouamama, qui nous vient tout droit de Lille, avec le Front uni de l'immigration et des quartiers populaires qui s'est grandement mobilisé pour cette marche de la dignité. Sarik Bouamama, merci beaucoup. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Vous êtes en colère? Vous êtes en colère? Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison, parce que nous n'avons pas affaire depuis 3 décennies à simplement des bavures policières, à simplement des excès, à simplement des personnes qui pètent un câble. Nous avons affaire à un système organisé qui a une fonction sociale, qui est de nous amener à accepter une place de dominé, de nous amener à renoncer à nos droits, de nous amener à baisser la tête. Il y a déjà plusieurs dizaines d'années, un grand sociologue de chez nous, Abdelmalek Sayad, disait que leur rêve, c'était que nous ayons 3 caractéristiques. Première caractéristique, ils veulent que nous soyons invisibles. Nous avons montré que nous étions visibles. Ils veulent que nous soyons apolitiques. Nous avons montré que maintenant nous ferons de la politique. Ils veulent que nous soyons polis et que nous disions merci à nos maîtres. Nous avons montré que nous serons insolents face à l'injustice. Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de voir autant de gens qui ne sont pas Charlie. Vous n'êtes pas Charlie? Vous n'êtes pas Charlie? Alors il faut tirer les leçons de cette marche. Demain, dans nos quartiers, dans nos villes, s'organiser, 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 s'organiser. Merci. Alors, Omar Slaouti, c'est un membre du collectif Aliziri. Aliziri qui avait été tué par la police. Je donne la parole, merci de l'applaudir s'il vous plaît. Tout d'abord, la première minute, parce qu'ici le temps a été compté. La première minute, c'est pour rendre un hommage vibrant à tous les quartiers populaires qui, il y a 10 ans, ont brûlé pour mettre de la lumière là où certains ne voulaient pas voir, les crimes policiers, le harcèlement au quotidien. C'est cette bougie-là qui pointe et c'est cette flamme-là qui est ici présente et qui est présente depuis les années 70 avec le mouvement des travailleurs arabes, avec le travail qui a été fait par le MIB, avec la marche de 83, avec Convergence 84, avec le FSQP, le FIQP, le FCP. Ça c'est pour ceux et celles qui disent et qui pensent que dans les quartiers, on ne fait pas de politique. La deuxième chose, c'est que nous on assume pleinement que lorsqu'il y a un vent révolutionnaire dans le monde arabe, nous sommes là, mais on regarde bizarrement ceux qui font la danse du ventre, alors que quand les quartiers populaires s'embrasent en posant des problèmes de racisme et d'inégalité, ce sont ces mêmes personnes-là qui les condamnent, qui envoient les flics et qui répriment. C'est ceux-là qu'on est venu dénoncer. Alors on te le dit, Manuel Valls, si t'avais pas vu, regarde, on est là, entends, on est audible, on ne te lâche pas, on ne lâche rien sur ces questions-là. La deuxième minute, je voudrais la donner à nos anciens, Fanon, Césaire, Jeanne Balduin et beaucoup d'autres. Celles et ceux qui ont écrit notre histoire et qui, comme une profession autoréalisatrice, est encore d'actualité aujourd'hui. Nous sommes les colonisés d'hier. Et ils nous disaient évidemment de tenir tous les bouts. La lutte contre les discriminations racistes, mais aussi les luttes sociales pour atteindre l'égalité politique, économique et sociale. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on doit se convoquer nous-mêmes. Ça veut dire qu'on doit construire notre propre grille de lecture. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à des petits rigolos derrière leur ordinateur qui sont dans des délires complotistes, qu'on n'ont rien à foutre des peuples, de ta gueule, de ma gueule, de notre gueule. Ces mêmes-là, qu'on n'ont rien à foutre des peuples, et notamment du peuple palestinien,
qui dit aujourd'hui, ma terre, c'est ma dignité, et c'est la solidarité pleine entière que nous, on revendique pleinement ici une revendication internationaliste parce que nous sommes aussi internationalistes. Et enfin, pour terminer, parce qu'ils sont nombreux ces collectifs contre les violences policières et qu'on travaille ensemble et qu'il faut les rejoindre. Dans ces collectifs, quand on s'y retrouve, pour Ali Ziri par exemple, il y a le temps des larmes, et puis il y a le temps du combat. Eh bien nous assumons de mêler et les larmes et le combat. Nous assumons nos émotions respectives et les mettre en avant parce que nous savons qu'ils étaient dignes de vivre et que leur mort est indigne de ce système. Et c'est ce qu'on est venu démontrer ici dans cette manifestation. Et pour eux, je demande, pour tous ceux et toutes celles qui sont tombés, le poing levé parce que c'est le combat, le poing levé parce qu'ils ne nous oublient pas, le poing levé parce qu'on ne les oublie pas. Quelques secondes de silence. Merci. Et l'autre intervention, je ne joue pas les arrêts de jeu. Mais il y a une question qu'on doit aborder ici, qui aurait dû être abordée par nos camarades qui mènent la campagne. Boycott des investissements, sanctions à l'égard de l'État. Nous sommes allés dans les tribunaux. Nous avons été poursuivis en justice. Et nous avons fait des tribunaux de ces tribunaux. Parce qu'on appelait au boycott d'Israël. On a fait de ces tribunaux, eh bien, des porte-voix de la lutte du peuple palestinien. À la question des juges, est-ce que vous boycottez? On disait oui et on revendique encore plus aujourd'hui qu'hier. Voilà pourquoi, dans la solidarité avec le peuple palestinien, il faut amplifier, intensifier, nationaliser la lutte du peuple palestinien et notamment la campagne internationale de boycott, des investissements, sanctions, donc tous les droits, pas les droits, tous les droits du peuple palestinien, y compris celle du retour, ne sera pas aujourd'hui effective. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra. C'est bien maintenant vous êtes prêts à faire une marche l'année prochaine pour les C'est au tour de Ramata Diène de prendre la parole. Pareil, son frère a été tué par la police. Elle va nous en dire quelques mots. Ramata, s'il vous plaît, du bruit pour la police. À partir de 1685, le Code noir de Colbert permettait à l'État français de maintenir les Africains déportés en esclavage, sous un régime d'exception. Je me trouve devant vous aujourd'hui parce que ma famille est soumise à ce même régime d'exception que la France continue à appliquer aux personnes issues de la colonisation. Mon frère Lamine Dieng a été tué, il avait 25 ans, c'était en 2007. Il a été maintenu face contre terre alors que ses mains et ses pieds étaient attachés par 5 policiers agenouillés sur le dos. Il est mort asphyxié. Nous avons porté plainte, nous nous sommes constitués partie civile. 7 ans d'instruction pour aboutir à un non-lieu. Nous avons fait appel. La Chambre de l'instruction, en 2015, la Chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu. Nous avons fait appel. Et aujourd'hui, nous sommes à la Cour de cassation. Et on attend la décision de la Cour de cassation. Ma famille n'est pas la seule dans ce cas précis. L'année de la mort de Lamine, le collectif Bivolé dont nous faisons partie a recensé 19 autres victimes. En 2012, on a arrêté le décompte en 2012. Il y avait une personne tuée par la police toutes les 2 semaines. Faites le compte sur une année, combien ça fait. Et à chaque fois, ces personnes ne sont ni armées et elles ne menacent la vie de personne. Donc qu'est-ce qui peut justifier que des policiers s'agenouillent sur quelqu'un qui n'est pas armé, qui est seul, qui ne peut rien faire pendant 30 minutes? Qu'est-ce qui justifie que des policiers pourchassent des gamins sur des motos ou des vélos, peu importe, mais qu'ils les mettent en danger dans la circulation? Qu'est-ce qui justifie que des policiers s'agenouillent sur un homme de 69 ans pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il meure étouffé? Qu'est-ce qui justifie que des policiers tirent dans le dos de quelqu'un qui s'enfuit?
dans tous les cas que je vous cite, il n'y a pas de légitime défense. Donc, pourquoi est-ce que la justice ne condamne jamais ces policiers? Les preuves sont là, les témoins sont là. Mais malgré toutes ces preuves, la justice continue à prononcer de non-lieu. Que faut-il faire dans ce pays pour arriver à ce que la justice applique la loi? Lorsqu'un policier tue en dehors du cadre de légitime défense, la loi prévoit 20 ans de réclusion, 20 ans de prison. Pourquoi ce n'est jamais le cas? Pourquoi la loi n'est pas appliquée par ceux-là même qui éditent les lois? C'est pour ça qu'on se tourne aujourd'hui vers la population, vers les civils. Il n'y a que vous, que nous-mêmes qui pouvons changer les choses et forcer les magistrats à appliquer la loi. Nous continuons à lutter pour la mémoire de ces victimes d'une part et d'autre part pour empêcher que cela se reproduise. Parce que nos enfants évoluent dans ce pays et ils ne sont pas en sécurité. On ne se sent pas en sécurité. Il y a des quartiers où la police fait ce qu'elle veut. Et la justice les couvre. Il faut surveiller le travail de la police. Ils sont armés. Ils ont le pouvoir sur n'importe lequel d'entre nous. Donc s'il n'y a pas de contrôle, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tous les crimes possibles. Et c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Rendez-vous compte, une personne toutes les 2 semaines. Je vous remercie de m'avoir écouté. La Méridienne, on n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. La Méridienne, on n'oublie pas, on pardonne pas. Bonsoir à toutes et tous. Donc je vais faire court parce qu'on va y faire court. Alors, vous dites d'abord quoi? Je suis française, algérienne, provençale, occidentale, féministe, je suis une femme, je ne suis pas un foulard. Et pour paraphraser Médine, I Muslim don't panic. J'ai participé à cette marche au sein de la Mafed, la tête haute et pleine d'espoir, parce que nous produisons, nous, femmes de la Mafed, et vous qui avez participé à cette marche, un espoir face à tous les fabricants de désespoir. Nous sommes le changement de trajectoire annoncé par nos anciens et nos aînés. Notre dignité, c'est résister à un système qui veut la tuer en nous confisquant notre parole de sujet, qui espère en nous terrorisant, en nous méprisant, en nous humiliant, en nous invisibilisant, en nous tuant, nous empêcher de dire notre réalité, notre résistance, notre lutte. Je suis ici contre le silence et l'oubli. Je suis ici pour réaffirmer que l'islamophobie est un délit, est un racisme et non pas une opinion. Je suis ici pour dire et répéter fort et clair que les femmes musulmanes qui portent un foulard sont des êtres humains. Que nous avons une parole autonome, que nous pensons, nous réfléchissons, nous sommes des sujets. Dire de ce point de vue-là, ne nous dépirez pas, nous nous en chargeons. L'islamophobie dans ce pays est un racisme d'État qui produit un droit d'exception à l'égard de tous les racisés. Et ceux qui cumulent le pompon, ce sont les musulmanes, voilées, roms et noirs, parce que ça existe. Je suis là pour dire stop aux doigts, aux circulaires, loi qui exclut les jeunes filles de l'éducation scolaire, circulaire Châtel qui exclut les mamans des sorties scolaires, proposition de loi contre ces femmes, à l'université, au travail, dans les universités, dans les entreprises, aux loisirs, dans les bibliothèques, dans les restaurants, dans les bowling. Je suis là aussi enfin pour dire stop au harcèlement et aux persécutions des collégiennes et des lycéennes à qui l'on reproche un bandeau trop large ou des jupes et des robes trop longues. J'ai terminé
En France, il n'y a pas de problème musulman, il n'y a pas de problème rom, il n'y a pas de problème noir, il n'y a pas de problème arabe, il y a un problème français. Je me sens fraîche ce soir, on cite. Merci beaucoup Ismaël. Je vous demande d'accueillir Hanen pour Femmes en lutte 93. Merci, j'interviens donc au nom de Femmes en lutte 93. Déjà un grand merci pour cette manifestation. Merci à vous d'être venus. Merci aux femmes du MAPED. Un gros big up au collectif de familles victimes de crimes policiers. C'est grâce à leur ténacité qu'on est là. Et pour ça, il faut continuer à leur dire un grand bravo. Et bravo à tous ceux qui sont venus. Et à leur côté, il faut continuer à crier vérité et justice. Alors nous, on a un collectif de féministes, de quartier populaire. Et on est ici à la marque de la dignité et contre le racisme pour dire que pour nous, il n'y a pas de dignité sans se battre pour améliorer toutes nos conditions de vie et de travail. On est venu ici pour crier que le racisme doit cesser, la galère sociale doit cesser, les violences d'État doivent cesser. Comme on dit chez nous, classe, ça suffit. Ils veulent instrumentaliser les droits des femmes pour criminaliser les quartiers et les immigrés. Eh bien nous on dit, on n'a pas besoin de vous pour dénoncer les violences qu'on vit. C'est à nous de définir notre propre féminisme et comment le construire. Les problèmes ne se concurrencent pas et des problèmes il y en a dans les quartiers populaires. Et nous les femmes, comme on l'a déjà dit, on est en première ligne de ces combats parce qu'on subit les politiques de classe racistes et sexistes qui sont menées par ces gouvernements depuis bientôt trop longtemps. Et là aussi, classe, ça suffit. Ils veulent nous déshumaniser. Nous rappelons que nous nous battons pour créer des solidarités parce qu'on n'a pas le choix. Comme les femmes sans papier qui se battent tous les jours. Leur combat est notre combat. Nous venons de vos guerres militaires, économiques. Le mépris, ça suffit. L'impérialisme, ça suffit. Classe aussi. Et on n'oublie pas, ils détruisent nos corps aussi par le travail. N'oublions pas que les nôtres n'arrivent jamais à la retraite. Ils meurent avant ou ils sont déjà blessés, mutilés. Et pour nous, la dignité au travail, ça ne se négocie pas. Et pensons à toutes ces luttes de femmes, dans l'hôtellerie comme ailleurs, qui se battent pour leurs droits. Voilà la précarité. Ils nous parlent dans des logements insalubres. Ils bradent notre droit à la santé. Ils reproduisent toutes les inégalités dans leurs écoles. On le dit aussi, l'échec, soi-disant scolaire de nos enfants, c'est pas notre échec, c'est l'échec de leur système. Alors voilà, on en a marre. La chasse aux pauvres, les prisons remplies des nôtres, il faut le rappeler sans cesse. Nos quartiers sont pas des stands de tir. Et pourtant, on n'est ni responsable ni coupable. Et ça suffit de montrer les quartiers comme des lieux de non-droit. Comme on l'a prouvé aujourd'hui, on est issus de quartiers, on est issus de plein de luttes, de plein de résistances, et on est fiers de ça, Femmes en lutte. Et on reste debout et digne. Stop au racisme, stop à la galère sociale. Nos luttes s'arrêteront pas à cette marche. Demain, on continue le travail de fourmi, d'organisation, etc. Mais aujourd'hui, kiffons, parce qu'on est une force, et prenons de la force pour continuer le combat. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Je vous demande d'accueillir Pondeneco Diallo pour l'Union nationale des sans-papiers, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci, chers camarades. Et je m'appelle Diallo Pondeneco, délégué de l'Union nationale des sans-papiers, collectif parisienne de toute la France. Nous, on parlait au nom de l'Union nationale. On est là aujourd'hui. On fait partie de la marche pour la dignité parce que les sans-papiers, et nous sommes les premières victimes dans ce pays-là. Et les policiers, nous, un jour, nous se croisions avec les policiers. Ils nous tabassaient, ils nous arrêtaient, ils nous expulsaient à tout moment. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et si en France, il n'y a pas de justice, le pays qu'on dit les droits de l'homme, il n'y a pas de justice. Nous, on travaille, on paie nos impôts, on paie toutes nos cotisations, mais on n'a pas de loi. Et chers camarades, l'Union nationale des sans-papiers, on était créé en 2013, mais nous, on est à tous les fronts.
Ce que nous on demande aujourd'hui, il y a une polémique qui sont autour de l'immigration et sans-papiers et réfugiés. Ça c'était polémique, faux débat. Et alors, il n'y a pas de différence entre les sans-papiers et réfugiés. Il n'y a pas de réfugiés de guerre, il n'y a pas de réfugiés économiques. Et nous sommes tous convaincus, tous les Africains qui sont venus ici, ont été quittés dans nos pays par d'autres problèmes. Problèmes de guerre, problèmes de misère. Alors, c'est l'Europe qui est derrière tous ces problèmes-là. Alors l'Europe doit accueillir tous les immigrés qui sont venus en Europe. Parce que tous ces immigrés-là, tous ces pays-là, on a un lien avec l'Europe. Parce que ces pays-là ont été colonisés par l'Europe. Et ces jours-là, on était bien accueillis. Aujourd'hui, on n'est pas bien accueillis. Nous, on avons dit non à ce système-là. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous, on a nos places ici en Europe. On a le même combat, parce qu'on a le même titre que Manuel Valls, qui est le premier ministre aujourd'hui. On a le même casquette, parce que nos parents, nos grands-parents, ils sont combattus pour la France, ils sont combattus pour l'Europe. Et aujourd'hui, ils ne vont pas nous quitter. Donc, nous sommes partants à toutes les luttes sociales, à tous les marches, à toutes les manifestations. Et la Ligue nationale sans papier, nous sommes prêts à marcher, nous sommes prêts à combattre à tous les injustices qui se trouvent aujourd'hui pour vous dire que le 25 septembre, nous avons marché jusqu'à Calais pour apporter nos soutiens aux révisions qui sont à Bidon du Calais. On vous dit, nous sommes tous pareils, tous les migrants, on est dans le même bateau. Il ne faut pas accepter que la politique il fait la différence. Il n'y a pas d'immigrants, bons immigrants, il n'y a pas de mauvais immigrants. Nous sommes tous des réfugiés, nous sommes tous des immigrés. Merci beaucoup, la lutte continue. Merci beaucoup. C'est au tour d'Ouria Boutelja, du Parti des indigènes de la République, de prendre la parole. Merci de nous faire ce bruit. Bonsoir, salam alaikum. Je voudrais remercier grandement 4 femmes illustres qui accompagnent cette marche. Angela Davis, l'afro-américaine, Leila Shahid, la palestinienne, Aminata Traoré, la malienne, Jamila Bouchalet, l'algérienne. C'est un symbole incroyable et c'est un honneur extraordinaire qu'elles nous font. Cette marche est une marche historique. C'est une marche historique à 5 titres. La première, c'est que nous avons été accompagnés par nos ancêtres, par ceux qui ont lutté pour nous. Je peux en citer quelques-uns. Aimé Césaire, Fanon, Solitude, Leila Khaled, Malcolm X et Abdelkader. La deuxième raison, c'est à cause du contenu politique de la marche qui vise le racisme structurel et en particulier les violences policières. La troisième qui fait que c'est une marche historique, c'est qu'elle a été conçue, pensée, pilotée par des femmes subissant le racisme, des femmes battantes, des femmes déterminées, qui affirment leur solidarité avec leur communauté opprimée. La quatrième raison, c'est le caractère autonome de la marche. Autonomie par rapport au champ politique français en général et à la gauche en particulier. Autonomie par rapport au mot d'ordre qui mettent au centre les priorités de l'immigration et des quartiers populaires et pas seulement les priorités des classes moyennes blanches portées par la gauche en général. La cinquième raison, c'est que tout en préservant le contrôle politique de cette marche,
est potentiellement une force qui peut nuire durablement au Parti socialiste. Cela mérite d'être fortement souligné au moment où il y a peu d'alternatives politiques qui se dessinent, au moment où l'impérialisme poursuit ses ravages en Afrique et dans le monde arabe, au moment où l'Europe des marchés a sacrifié la Grèce. Cette alliance est prometteuse, le disais-je, contre la social-démocratie. J'aimerais pourtant évoquer certains absents. Je disais que presque tous avaient soutenu de l'extérieur, mais aucune association féministe d'envergure n'a soutenu cette démarche. Pourtant, dirigée par des femmes, ce qui devrait susciter la fierté du mouvement féministe. On se souvient du soutien dont a bénéficié MPNS par ce même mouvement féministe, alors que MPNS n'était qu'un pur produit du pouvoir. C'est important de souligner les absents. Je ne peux pas déplorer l'absence de SOS Racisme de la LICRA, évidemment. En revanche, je note l'absence de la FDH nationale et du MRAP national. Ce qui, pour le coup, est significatif. Les deux associations ont en effet déclaré qu'elles refusaient la racialisation des luttes. Ce à quoi nous répondons, ça tombe bien, nous aussi. Et ce à quoi répond d'outre-tombe Malcolm X, qui, il y a 50 ans, a dit ceci: j'aime tous ceux qui m'aiment, et je n'aime pas tous ceux qui ne m'aiment pas. Dans la bouche de n'importe quel d'entre nous, cette phrase serait niaise, quelconque, banale. Mais dans la bouche de Malcolm X, elle est sublime. Traduite dans un vocabulaire politique, elle dit: j'aime ceux qui comprennent la lutte des Noirs pour leur libération. J'aime ceux qui refusent de perpétuer le système raciste. J'aime nos alliés, c'est-à-dire ce qui en soi est un dépassement de la race. Puisqu'il aime ses alliés, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour leur engagement en faveur des luttes noires. Ce qui pulvérise les inquiétudes du MRAP et de la LDH. Merci Malcolm X. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que des alliés, ça se gagne par la lutte et par les rapports de force. Que nous, Noirs, Arabes, musulmans, Roms, habitants des quartiers, seront en capacité de construire à l'avenir. Et je terminerai par les paroles de ces hommes et de ces femmes d'église, partisans du Black Power dans les années 50, qui ont fait cette déclaration, qui doit être notre défi. Nous serons des mendiants tant que nous ne penserons pas la question du pouvoir. Merci. Une autre question qui est au cœur de l'actualité est celle des réfugiés et du traitement dramatique de l'Europe pour ces réfugiés. On a la chance d'avoir, nous, Ali Mohamed, qui va venir prendre la parole, qui vient de l'Afghanistan et qui va nous expliquer un peu ce qu'il dit. Merci Ali Mohamed. Good evening everybody. Just I have 2 messages from refugee to the France government. Just listen to me. I would like to explain my story, please.
because we have all the Muslims, Arab, Afghan, African, we all Afghans that's gonna be from the different countries. We have the problems here. We have the problem in our countries because we come to the Europe and we wanted and we had the hope to have a prosper and silent life in the Europe. Unfortunately, when we arrived to the Europe, but here are the French government now here in a lot of countries, Autriche, London, Norway, Germany. Here is many countries, but these are refugees. They like their friends and they make the asylum here. Because we are already killed in our country and we did the asylum here and we want the justice, we want the prosper, and our message is just to support the refugee because we are homeless here. Yeah, the French government, if they try us, the Muslims and the other country peoples, if they bother us, and we had the meetings before, and the La Chapelle and the lesson the Place de Fête, because there was some people, they decided we will give you the house, but they take a few people, they give the house just for a few people. Right now here is, everybody is homeless. Our message is from the government, we are hopeless, we are homeless, we cannot do. And if you think about the Muslims, you bother the Muslims, you don't respect the Muslims, other countries, just the Muslimism homeless, because we are here for justice, we want the justice. Our distribution is just for the homeless, we want justice. That's it. Thank you very much. Merci beaucoup, Ali. J'espère que vous parlez anglais. Pour finir cette intervention et avant de passer à l'animation musicale, deux choses. La première, c'est quand même que je voudrais qu'on s'applaudisse parce que nous étions aujourd'hui à peu près 20 000. Et ça, c'est bien. Et la deuxième chose, pour clôturer ces interventions, j'ai donné la parole à Jamel Attala, du collectif des anciens marcheurs de 1983. C'était important pour nous de nous réinscrire dans l'histoire. Et c'est important qu'il revienne, qu'il intervienne ici pour clôturer. Parce que c'est des combats qui continuent, c'est des combats qui nous portent à travers les années. Et c'était aussi une manière de rendre hommage aux aînés. Jamel Attala, s'il vous plaît, du bruit. Bonsoir, merci d'être beaucoup aujourd'hui. C'était une journée merveilleuse. Vous habitez pour la plupart dans les quartiers populaires et vous êtes les meilleurs observateurs. Nous sommes tous des observateurs et on sait ce qui se passe dans les quartiers populaires. Je ne vais pas m'adresser à vous parce que vous savez ce qui se passe. Je m'adresse au pouvoir. Réveillez-vous. Il se passe des choses dans ces quartiers, vous les avez abandonnés. Vous les méprisez. Vous leur avez promis des choses il y a une trentaine d'années. Et vous avez fermé la porte et vous leur avez présenté SOS Merguez. Aujourd'hui, ça suffit. Il y a une autonomie qui se dessine. Il y a des forces nouvelles. Il faudra compter avec. C'est tout. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir patienté pour ces interventions. C'était important pour nous, c'était important de donner du contenu politique. Non pas que les artistes qui vont suivre ne vont pas vous donner du contenu politique, mais c'était important de valoriser les organisations qui nous ont soutenus et les femmes de la MAFED. Ce sera mes derniers mots. Je voudrais quand même qu'on applaudisse la TMF, l'Association des travailleurs maghrébins de France, qui nous a prêté son local, qui a accepté nos bruits, nos difficultés, etc. tout au long de cette préparation de la marche de la dignité. Merci à l'association, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux.
Merci aux femmes de la MAFED. Merci aux organisations de l'immigration et des quartiers populaires qui nous ont apporté leur soutien. Merci aux soutiens qui se sont joints à nous. Merci aux artistes qui nous ont aidés et qui vont aujourd'hui, ce soir, terminer cette marche de la dignité en beauté. Merci à tous et à très vite. N'oubliez pas, vous êtes nombreux aussi, vous êtes moins nombreux dans les associations et ça fait dommage. Engagez-vous dans la lutte. Comme vous l'avez vu, c'est difficile. On a besoin de force, on a besoin de vous pour mettre à bas le racisme d'État et les violences policières. Très bonne soirée à vous. Merci.